Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, le saxophone. Bonsoir Daniel. Bonsoir Maxime, comment vas-tu? Bien, ça va bien. Est-ce que tu vois buena? Ah buena. Buena. Redemande-moi comment je vais. Comment ça va Daniel? C'était ton indice. Ah, j'en ai plein, désolé, hein, mais tu sais, c'est le concept, la longueur, donc... J'en ai plein d'indices. Bonjour et bienvenue à notre podcast qui s'appelle Les 5 chansons, 5 En chiffres? Exactement. Normalement, nous parlons longuement de 5 chansons d'un artiste, une artiste ou un groupe. Aujourd'hui, on va faire notre deuxième épisode spécial. Avant qu'on aille dans le détail de ce thème, de cet épisode spécial, vous nous trouvez sur YouTube, Les 5 chansons, 5 En chiffres. Et chansons au pluriel, vous nous trouvez sur Instagram, les 5 chansons, 5 En chiffres. Et bien sûr au pluriel. Et allez déjà là-bas, et de là, on va vous orienter vers les différentes possibilités de nous écouter si vous en avez envie. Et d'écouter la playlist qu'on a concoctée sur Spotify. Oui, et on a même fait une deuxième playlist, c'était ton idée, parce qu'il fallait trier un peu pour l'épisode spécial. Et du coup, pour avoir un peu d'idée, on a créé une playlist spéciale sur Spotify sur le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Et on va partager les liens pour les deux playlists sur Instagram dans les jours qui suivent cette émission et la mise en ligne. Alors, premier épisode spécial, c'était James Bond. Maintenant, c'est un totalement autre thème. Est-ce que toi, tu as réfléchi sur un indice? Non, à part... Ouais, non. Ça serait mon seul indice. Bon, comme disait Hector Berlioz, c'est plein, c'est moelleux, vibrant, d'une force énorme. On va parler d'aujourd'hui. On va parler du saxophone. Ah oui, non mais c'est le saxophone, Maxime. Il a dit ça, Hector Berlioz a dit ça sur le saxophone. Oui. Ça. D'ailleurs, une idée de Maxime, déjà dans le premier épisode, tu as teasé cette idée. Ouais. Donc enfin, malgré quelques réserves au début, je me suis laissé convaincre que le saxophone... Dans les chansons sera un épisode intéressant. Un autre indice que je me suis marqué, aucune scène érotique d'un film hollywoodien dans les années 80-90 pouvait se passer de cet instrument. De plus, il fallait des rideaux moyennement ouverts en lamelles avec un contre-jour, des ventilateurs ou des lisses d'aération et de la fumée et en arrière-fond, le son d'un saxophone. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé la tâche de choisir des chansons pour un épisode de saxophone? Non, sous-estimé non, mais c'est vrai que le choix en fait dans la playlist, on voit bien en fait qu'on a rajouté des morceaux au fur et à mesure, et puis ça s'est pas mal étoffé. Je pense que j'ai fait des découvertes. Et moi aussi, c'est sûr. Et surtout, en fait, on a pu faire notre choix en allant au-delà des clichés. On a essayé, mais il fallait aussi voir qu'il fallait un petit moment réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire le saxophone dans le rock, hein? Donc, parce que le saxophone dans les chansons, est-ce que c'est il y a un saxophone et c'est bon, ou qu'est-ce qu'on cherche exactement pour en parler? Et je sais que toi, tu as presque une approche mathématique. Pour faire ton choix. Ah oui, j'ai essayé de me faire une sorte de
de tableau ou une sorte de diagramme avec en fait d'un côté en fait la pratique du saxophone dans le morceau. Est-ce que le saxophone il intervient de façon rythmique avec peut-être plusieurs saxophones et en ça serait plus proche des big bands de jazz. Ou alors est-ce que à l'opposé le saxophone il intervient de façon juste mélodique et en instrument solo. Donc voilà, et puis après j'ai essayé de classer des chansons en fonction de la fréquence d'intervention ou du nombre de fois où intervenait le saxophone dans le morceau. Ouais, effectivement, il fallait à un certain moment choisir. Le choix était un peu compliqué. Moi, je n'ai pas fait un diagramme aussi élaboré que toi. Je vais le partager sur Instagram, bien évidemment, le diagramme de Maxime qui est d'une finesse incroyable. Mais moi, je fais juste quelques notes comme ça, est-ce que le saxo est un partie intégrale du groupe? Est-ce que ça fait partie du concept du groupe? Est-ce que ça porte le rythme de la chanson? Est-ce que le saxo fait la différence dans cette chanson? Est-ce que le solo fait la différence? Est-ce que c'est un solo qui pourrait également être à la guitare, mais en fait on s'en fiche un peu si c'est du saxo? Oui. Ce qui très souvent j'ai l'impression d'un peu une question de l'époque. Oui. Le passage de solo guitare au solo saxophone. Mais en gros, voilà, est-ce que la question principale, c'est, bon, je parle d'une chanson, mais est-ce que le saxophone apporte quelque chose de spécial à cette chanson ou est juste la déco comme une boule de Noël, quoi? Voilà, c'est joli, mais sans plus. Hein? Ouais, il peut y avoir ce côté gadget dans les années 80 surtout. Oui. D'avoir obligatoirement à intégrer un solo de saxophone et peut-être aussi que, comme tu dis, peut-être que la guitare était vraiment plus à la mode. C'est comme un groupe de rock dans les années 70, ou fin 60, début 70, qui a dû dire, après 2 strophes, il faut qu'on fasse un solo guitare. Ouais, c'est ça. Peut-être un bridge, et après retourner voilà, c'est un peu ça, c'est effectivement un peu un cliché, un go-to, comme on dit en français, on fait ça, quoi, parce qu'en ce moment, ça se fait comme ça. Surtout dans les années 80. Oui, parce que finalement, en fait, je suis en train j'ai un peu essayé de retracer l'apparition du saxophone dans la musique. Parce que Maxime, il a préparé un exposé. Il va vous proposer cet exposé en 3 parties. Première partie. Alors, je vais intervenir de façon assez simple, thèse, antithèse, synthèse. On dirait un brevet blanc, tu sais. D'abord, on aimerait bien remercier le jury et le président du comité de la musique du saxophone pour son intervention. Allez, voilà. Donc en fait, non, mais c'est un instrument donc qui est assez récent puisqu'il a été inventé en 1846 par un Belge. Oui. Adolphe Sax. Oui, que parfois, dans quelques sources, il est appelé en allemand. Je ne sais pas si c'est le nom Adolphe qui fait ça, mais il est belge. En tout cas, là où il est né, c'est la Belgique aujourd'hui. Hein. Oui. Et que, voilà, contrairement à d'autres instruments en métal, il fait pas partie de la famille des cuivres, mais de la famille des bois. Parce qu'on le joue comme une clarinette avec un bec. Et une hanche. En roseau. Voilà. Donc les plus courants en fait c'est l'alto et le ténor, mais on trouve aussi une version plus aiguë, le soprano. Et on trouve même le sopranino. Le sopranino, ouais. Et puis on trouve aussi le baryton qui est assez répandu dans le rock aussi. Oui. En gros, dans le rock, on va remarquer que c'est soit le ténor, soit le baryton très souvent. Parfois alto aussi. Hein, mais oui, ouais. Et donc, c'est un instrument c'est assez étonnant parce qu'il a intégré les orchestres classiques. Et puis, il devait plus ou moins
agrémenté en fait la section des cordes, je dirais. Et puis il s'est fait intégrer à ce répertoire de musique militaire. Voilà. Et ensuite, évidemment, au début du XXe siècle, il est passé aux États-Unis. Et puis là, il a été adopté par les musiciens de jazz. Donc voilà. Et après, je pense que le passage au rock'n'roll, puisqu'on s'était dit le saxophone dans les chansons ou le saxophone dans le rock, en fait, le passage du jazz au rock, en fait, c'est fait, je pense, par le blues. Et que, à mon avis, le saxophone a toujours été là, en fait, dès les débuts du rock'n'roll. Mon co-yogiste Patrick, que je salue ici, et je vais en parler un tout petit peu plus tard aussi parce qu'il m'a fait quelques propositions que je n'ai pas forcément retenues, mais je vais en parler. Il est mélomane, j'en ai déjà parlé de Patrick. Il a une discographie de 13 000 disques en ce moment à sa disposition, qui me disait justement, il pensait tout de suite au film Burt de Clint Eastwood, où apparemment Charlie Parker découvre donc un saxophoniste dans un morceau de rock'n'roll et furieux. Après, c'est fictionnalisé éventuellement, mais voilà, il y avait un passage du jazzman après au rock'n'roll, et on va aujourd'hui avoir un bon exemple, par exemple, du rock'n'roll dans notre liste des 5 chansons, du rock'n'roll des années 50, où on trouve le saxophone en plein essor. Et oui, en fait, quand tu écoutes ce qui est considéré finalement comme les tout premiers morceaux de rock'n'roll blanc, si tu prends Bill Haley et ses Comets, il y a du saxophone dans, je pense, Rock Around the Clock. À mon avis. On l'a pas mis sur la playlist. Non. Mais on a mis Little Richard. Little Richard, oui. Et ensuite, je pense... Ah si, dans les années 60, je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile. On a quelques exemples de morceaux qui viennent des années 60 quand même. Mais je dirais que le saxophone est revenu vraiment bien présent dans la musique avec le rock progressif. Avec des groupes comme Pink Floyd, Frank Zappa, et puis ce qu'on appellera le jazz fusion. C'est l'incursion de Miles Davis dans le rock. Un exemple, une proposition de Patrick était aussi le groupe allemand Kran, qui a joué aussi un espèce de progressive rock, jazz, un truc des années 70. C'est un groupe allemand. C'est un groupe allemand. Ils ont fait le saxophone, mais en passant par une pédale wah-wah. Donc, du coup, ça donne un son très particulier. Je crois que je vais en mettre un morceau sur la playlist. Mais on va discuter comment on va gérer la playlist de l'émission. Mais voilà, c'est effectivement le progressive rock a été, après le rock'n'roll, peut-être la prochaine étape. Et après, c'est malheureusement aussi arrivé dans les mains, je ne sais pas ce que tu voulais dire ensuite. Non. C'est tombé dans les mains du pop aussi. Du pop des années 80. On arrive dans les années 80 et puis là Et je crois que c'est dans cette période-là, c'est une des notes que je me suis fait c'est, je sais pas, c'est de cette période-là, peut-être que j'avais au début un peu peur de cette... parce que dans les années 80, le saxophone, il était partout, même dans les génériques des séries à la télé. Les génériques au début, c'est dans les années... Je mis quelques exemples, j'ai dû même regarder le nom en français. Donc, Cagney et Lacey, L.A. Law, la loi de Los Angeles, par exemple, Roseanne, Alf, Mike Hammer, j'ai fait plusieurs notes, et aussi tous ces trucs, George Michael, Sade, vous dites Sade aussi? Smooth Operator, Careless Whisper, mais tous ces trucs des années 80 qu'on a mis sur la playlist. Et je les ai toujours sautés quand j'ai écouté la playlist, j'arrive pas. Et Dire Straits. Dire Straits, c'est une autre histoire, mais pas tout à fait. Mais je peux le dire là maintenant parce que
Non, mais oui, allez, parce que... Il faut que tu te confies. Non, mais le truc, c'est que j'ai mis Your Latest Trick de Dire Straits très haut dans mon estimation, parce que moi, à l'époque, j'étais encore ado, j'ai écouté ce disque Money Brothers in Arms, sur lequel se trouve Your Latest Tricks, et j'ai adoré ce morceau. Et je l'ai mis parce qu'on a fait des listes croisées pour choisir le numéro 1 des 5 chansons d'aujourd'hui. Et je l'ai mis assez haut, juste par souvenir. Et d'un coup, je l'ai réécouté et ça m'a rien donné de rien. Ça aussi, ça doit être un truc de ce sur-saxophone, de l'inflation du saxophone dans le pop. Donc, je l'ai fait baisser plusieurs places sur ma liste. Et du coup, j'en parlerai pas de Dire Straits particulièrement. Même si à l'époque, j'ai bien aimé le morceau. Ouais. Et moi, en l'écoutant aujourd'hui, je pense que le saxophone, là, il pourrait être dans un téléfilm érotique. Oui. Ça n'a rien... est-ce que ça a quelque chose à voir avec Dire Straits? Non, puisque je pense que c'est pas si souvent qu'ils utilisent un saxophone, peut-être en live plus. Mais en tous les cas, je me pensais la même chose, c'est-à-dire que quand tu vois Rod Stewart ou David Bowie, ou en fait, et tout ce répertoire des musiques de films, moi tu m'as refait penser à 9 semaines et demie. Oui, voilà. Donc le film avec... on est là, on est dans les rideaux, le contre-jour, et il manque des glaçons. Mais je me suis souvenu aussi que dans la musique de Vangelis, de Blade Runner, tu as du saxophone. Ah oui. C'est totalement... c'est bizarre, c'est une musique de science-fiction, mais... Et puis tu as Dirty Dancing, tu as L'Arme Fatale. Oui. Et puis, t'as mis le morceau Lily Was Here. Oui. Qui est le morceau d'un film. Oui. Ça, c'est déjà 90, je crois. Ouais. Non, peut-être fin 80. Avec Dave Stewart des Eurythmics et Candy Dalfa. Ouais. Oui, ça, c'est un truc instrumental. Donc, aujourd'hui aussi, j'ai du mal à l'écouter, pour être honnête. Et donc, je l'ai mis sur la playlist saxophone, mais... Et donc, ça serait un autre épisode à faire le saxophone dans la musique de film, parce que... Non. Aujourd'hui, on va travailler le saxophone de façon exhaustive, et après, on va parler de la batterie ou de la flûte. La flûte dans le rock avec Jethro Tull. Ok. Donc voilà, on a dressé un espèce de petit tableau. Oui, mais en fait, effectivement, avec le saxophone, on saute dans tous les sens. Un conseil qui est venu par deux mélomanes, Patrick à la fois et aussi Gilles, notre collègue, qu'on salue aussi. Salut Gilles. Salut Gilles. Van der Graaf Generator. Ouais. Aussi un groupe qui a travaillé avec le saxophone. Colosseum, un groupe britannique du rock progressif. Et après, il y avait aussi plusieurs morceaux dont on va parler, mais qui auraient tout à fait mérité d'être sur la liste. Money, Dick Perry, Walk on the Wild Side. Oui. Tout ça sont des propositions qui sont venues des autres aussi. Mais donc on avait fait notre liste de 10 morceaux chacun. Oui, attends, ça on n'a pas expliqué. Oui, attends. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les 5 chansons, vous avez 3 fois les 5 chansons, mais n'ayez pas peur. Je sais qu'on me fait peur avec notre longueur. Et comme je disais, quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine, il a dit, j'ai pas le temps de vous écouter. Il faut prendre ce temps-là. Ouais. Voilà. Vu qu'on a tellement de morceaux à choisir et on n'a pas en exhaustivité non plus à parler de nous et le saxophone, même si on a réussi quand même d'en parler une dizaine de minutes. On a donc fait d'abord proposer un système des mentions honorables avant qu'on aille dans les 5 chansons habituelles de cette émission. Donc chacun déjà a choisi ou va rapidement aborder 5 chansons qu'il a choisi, qu'il ne va pas mettre dans la liste finale, mais quand même que chacun a envie de parler d'un morceau juste en rapidité, qui était peut-être une découverte ou qui mérite d'être mentionné
en amont, avant qu'on attaque les vraies 5 chansons de cet épisode. Est-ce que je l'ai à peu près bien expliqué, l'idée? Oui, ça va. Bon. Donc tu as choisi 5 chansons. J'ai choisi 5 mentions honorables, exactement. Est-ce qu'on veut alterner avec nos mentions honorables des morceaux de saxophone? Oui. Oui? Oui, allez. Allez. Ce sera plus. Tu commences ou moi? Allez, ta première mention honorable. Oui, donc on l'a pas mis dans la liste, mais je souhaitais en parler. C'est le morceau des Doors, Touch Me. Bruit vocal bizarre. Qui n'a rien à voir avec le saxophone. Non, en fait, je voulais en parler parce que, en fait, il est, comme on a consulté plusieurs playlists pour faire nos choix et voir quels étaient les morceaux où intervenait le saxophone dans les chansons. Ce morceau-là est arrivé vraiment dans le top. Et puis, en fait, ça me fait me souvenir que les Doors étaient un de mes groupes vraiment préférés. Et qu'en découvrant cet album-là, The Soft Parade, j'étais assez déstabilisé par la tournure que prend ce disque, avec des violons, avec des cordes et surtout des cuivres. C'est un peu du big band, quoi. Ouais. Et des cuivres qui interviennent de façon vraiment marquée sur les 2 premiers morceaux. Donc le morceau qui ouvre l'album, c'est Tell All the People. Et puis ensuite, il y a Touch Me. Et donc ce morceau-là, je l'ai jamais très très bien écouté. Et en le réécoutant pour ce podcast, j'ai trouvé que qui tenait pas mal la route quand même. Il tient pas mal la route. Moi, au début, c'était Doors avec Big Bang, Big Band. Mais en fait, après plusieurs écoutes, je commençais à l'apprécier, en fait. Et donc ouais, je pense que ça peut correspondre à une période où Morrison veut plus appuyer son côté crooner à la Frank Sinatra. Et puis, il fait aussi référence directement à Otis Redding. Il est de quand, ça? Dans une autre chanson. Est-ce que c'est la période de Wall of Sound aussi? Ça date de 69. Ouais, je sais pas. Et donc, en fait, il commence une autre de ses chansons là par Poor Otis Dead and Gone. Left me here to sing his song. Parce que Otis Redding est mort en 67. Et donc, je pense que le choix de ces accompagnements de cuivre y est pour quelque chose. Ok. Parce que tous ces rockers écoutaient beaucoup Otis Redding. En fait, ils partageaient la scène avec lui la plupart du temps. De toute façon, dans la liste des vraies 5 chansons dont on va parler, si je me souviens bien, il y a un morceau qui date de 69 pile aussi. Oui. Et on va reparler de Otis Redding. Certainement, oui. Ouais. Oui. Donc voilà, et je trouve que le solo de saxophone ténor à la fin du morceau, là, Touch Me, est vraiment, vraiment bien. Ok. Très Coltrane. Et c'est un compliment. Bah oui. Hey. Ben oui. Ok, je fais ma première mention honorable. Une découverte. Il fut pas longtemps que je découvrais Warren Zevon. Donc, oui. Il n'était pas très présent dans ma tête. Warren Zevon, j'ai après donc d'abord découvert Werewolf of London, qui est du même album que le morceau que je choisis en mention honorable, Excitable Boy, de l'album du même nom de 1978, sur lequel on trouve aussi Werewolves of London, avec Jim Horn au saxophone. Et moi j'aime bien cette chanson, je l'ai vraiment découverte là en me préparant parce que ça dégage un humour noir, parce que et le saxophone ensemble avec une espèce de chorale qui est très joyeuse et très très gaie, et se met en contraste aux paroles qui parlent d'un garçon dont on toujours it's an excitable boy. Ouais. Donc c'est un garçon qui est un peu vite excité, mais en fait c'est toujours pendant toute la chanson, quoi qu'il fasse, ce garçon qui est facile à exciter,
ça dégrade entièrement. Donc au début, il mord dans le cinéma, il va dans le cinéma, il mord la jambe des gens, ou il va dans un resto, il se frotte le rôti de porc sur le corps. Et tout le monde dit toujours, he's an excitable boy, voilà, c'est un peu... qui ne l'a pas fait, quoi. Voilà, et après, après, ça va quand même au viol et au meurtre. Au meurtre. Jusqu'à où? Jusqu'à le meurtre. Jusqu'au meurtre, qui se fait, il devient prisonnier dans une espèce d'institut, et quand il sort, je crois, il ressort le corps, ou un truc comme ça, ou les os de la personne qu'il a tué. Donc, mais toujours... Et c'est ça qui est rigolo, avec un saxophone et une chorale super joyeuse qui chante toujours que « Ah, ouh, he's an excitable boy ». D'ailleurs, dans cette chorale, Linda Ronstadt, Jennifer Warnes de Dirty Dancing, Medley and Jennifer Warnes, et notre cher ami, dont on n'a pas encore parlé, Waddy Wachtel, un guitariste, mais qui fait aussi, qui à l'époque était le guitariste de Warren Zevon, qui chante aussi dans la chorale, et qui est le guitariste dans les projets solo de Keith Richards. Qui chante ce Aou dans le Warren Zevon Excitable Boy. Voilà, et une découverte entière. Je me suis jamais trop occupé de cette chanson, et je l'ai retrouvée sur la playlist. Je sais pas si moi je l'ai mise parce que je l'ai trouvée dans une liste de saxo ou si tu l'as mise. Oui, je pense. Hein. Et ben voilà. J'en suis content. Oui, c'est une découverte. Enfin, la morbidité. Oui. Bon, j'enchaîne avec un morceau de Tears for Fears. Oui. The Working Hour. Oui. The Working Hour. Ok. Et, qui est pareil. Enfin, Tears for Fears, c'est une découverte récente chez moi. Je suis passé à côté dans les années 80. Oui. Et finalement, heureusement, parce que je pense que en fait, je pourrais plus les écouter aujourd'hui si je les avais pratiqués dans les années 80. Certainement, tu en aurais marre, peut-être, oui. Et là, en fait, je garde une découverte sincère, et ce morceau-là qui est vraiment tout en saxophone, hein, parce que t'as deux saxophones qui commencent dans l'intro. L'intro dure déjà 2 minutes avant que le chant commence. Ce qui marche plus aujourd'hui. Donc chez Spotify, après 30 secondes, ils se font payer, et si l'intro est toujours pas finie, ça marche plus. Bon, ça c'est une autre histoire, je t'ai interrompu. Et donc, le morceau est presque sur la brèche entre le lyrique, et puis presque il peut tomber dans le ridicule, parce que il peut paraître aussi daté à cause des synthétiseurs, de la batterie, de tout ça, et ces saxophones qui évoquent vraiment quand même la musique de film. On pourrait presque dire que c'est la musique de Rain Man ou quelque chose dans le genre. Et en fait, pas du tout, et c'est vraiment un morceau grandiose. J'étais tout de suite, j'ai quand même, parce que tu m'as dit tes mentions honorables, donc j'ai un peu écouté, parce que certaines je n'ai pas du tout écouté en me préparant. Mais c'est là, regarde, il y a écrit 80, c'est un morceau qui te jette directement dans les années 80 avec tout ce que, au niveau du son. Mais ici, par contre, contrairement à tout ce que je dis avec Englishman in New York et Smooth Operator et toute cette merveille, parce qu'on est positif, ça c'est un positif 80. Ça me met quand même dans un esprit du son de l'époque, mais c'est quelque chose de positif. Je suis pas passé à côté de Tears for Fears, je connaissais les hits, quoi. Shout et Everybody Wants to Rule the World, c'est Tears for Fears aussi. Oui, donc tout ce genre de trucs qui étaient dans les charts. Mais c'était positif. J'avais un sentiment positif en l'écoutant. Ce qui n'était pas le cas avec tous tes choix de mentions honorables. Ouais. Et moi, en fait, en découvrant ce groupe, je me dis qu'il, déjà dans les années 80, en fait, il cherchait quelque chose d'au-delà des années 80. Même avec les instruments, en assumant le son des années 80, les instruments de rigueur et tout ça, il cherchait au-delà à être plus intemporel.
Ouais. Et donc, ils sont pas trop prisonniers d'une époque, quand même. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que le son mimé, mais il y a quelque chose de progressif aussi chez eux qui ne te trouve pas chez tous les artistes de l'époque. Et d'ailleurs, c'est toujours pour une bonne raison qu'il y a certaines dont on se souvient même plus, alors que Tears for Fears a quand même persisté dans la mémoire collective. C'est pas quand même un groupe dont les gens sont plus ou moins conscients, je dirais. Ouais, c'est un groupe qui peut survivre avec leur morceau Mad World. Et peut-être aussi, oui... j'ai joué ça avec quelques copains en guitare. Parce qu'il y avait une espèce de reprise aussi de Mad World, de quelqu'un d'autre, autour de 2000 peut-être, je sais plus. Juste au piano. Oui, c'est ça. Hein. Bon. Et donc voilà, à toi. À moi, c'est le deuxième que j'ai mis, c'est... À un moment, j'étais à table le soir, et je sais pas pourquoi, mais je pensais à Bernard Lavilliers. Parce que je l'avoue et je l'assume, moi j'aime bien Bernard Lavilliers. Je sais que Bernard Lavilliers, avec son super sérieux, fait rire certains jours, surtout les Fatal Picard. Mais moi j'aime bien Bernard Lavilliers pour X raisons. Et je me suis dit, c'est impossible qu'il n'ait pas fait une chanson avec du saxophone. Et il manquait un peu du français. Et si c'est pas le français de l'émission qui en met sur la liste, c'est à l'allemand de le faire. Oui. Donc je fais un peu la recherche et je tombe sur un morceau qui s'appelle Saxaphone, avec sax apostrophe aphone, dans lequel on trouve pas de saxophone. C'est pour ça que je l'ai mis en double avec un autre morceau sur la playlist, parce qu'en fait, dans l'introduction de ce morceau live saxophone, il parle de Éric Letourneau, qui était son saxophoniste pour un long moment, et qui est mort d'un overdose de drogue, soit j'ai oublié, soit c'est pas précisé. Et donc je me suis dit, écoute, il y a une chanson qui s'appelle Saxaphone, et ça se fait bien sur la playlist, et j'ai après choisi le morceau de 1977, La danseuse du Sud, de son album 15e Round, donc une allégorie sur la boxe. La danseuse du Sud, dans lequel on entend justement ce Éric Letourneau dont il parle dans Saxaphone. Et c'est un joli morceau avec un peu de contraste entre strophe et un refrain qui est typique de l'époque, mais la strophe, c'est un peu joli. Ceux qui ont envie, La danseuse du Sud avec le saxophoniste mort Éric Letourneau, un petit tuyau ou conseil pour ceux qui veulent. Bien. Alors moi, mon troisième morceau, c'est un morceau que j'ai retrouvé par hasard donc sur une playlist, et finalement je me suis dit, est-ce que c'est anecdotique? Non, c'est pas anecdotique, c'est un morceau de Björk qui est sur son premier album Debut et qui s'appelle The Encore Song. Donc c'est une espèce de ballade avec deux saxophonistes et qui interprète l'ensemble de la musique en fait. Donc t'as deux saxophonistes, Oliver Lake qui intervient sur la production de tout l'album, et puis le deuxième saxophoniste s'appelle Gary Barnacle. Ok. Et donc c'est un morceau qui évoque vraiment la musique contemporaine. J'ai écouté quelques musiciens contemporains comme Philip Glass ou Steve Reich. Voir ce qu'ils avaient pu composer pour le saxophone. Oui, Philip Glass a repris Bowie aussi, Neukölln de l'album Heroes. Et donc là, on est sur un morceau avec assez classique en fait, avec des assez longues pauses où ils interviennent pour que Björk chante a cappella. Et donc c'est une chanson qui évoque la mer et les saxophones pareil composent. I live by the ocean, je crois, c'est les premières paroles. Donc leur volonté, c'était un peu d'évoquer ça, ces mouvements de l'océan. Effectivement, ça fait très morceau contemporain. Moi et Björk, c'est pas une relation forte. Peut-être j'ai tort et
j'ai juste pas encore découvert ce côté Björk. Effectivement, la musique même, elle m'a fait penser à des pièces de théâtre allemands quand il y a un changement de scène. Des pièces un peu contemporaines. Et donc, du coup, entre les différentes scènes, un peu de musique de ce type-là, ça m'a fait... C'est une image qui me venait en tête quand j'ai entendu ce morceau. Mais je crois que moi, je l'ai vraiment pas écouté beaucoup. Juste aujourd'hui, deux fois. Peut-être il a besoin du temps pour faire quelque chose dans ma tête. Mais bon, de toute façon, c'est ta mention honorable, et pas la mienne. Hein. Ton troisième morceau. Baby Jane. Je pourrais pas. Oui. Je ne pourrais pas. Et ceux qui écoutent cette émission, tous les deux, vous savez qu'on a le cœur pour Rod Stewart, et je suis persuadé qu'un jour l'épisode viendra. Ouais, un jour prochain. Et c'est Baby Jane de Rod Stewart de 1983 de l'album Body Wishes, les désirs, le souhait du corps, bien évidemment. Avec un sax solo qui peut-être 10 ans plus tôt, quand Rod Stewart était un grand rocker, aurait été une guitare. Néanmoins, c'est du pop des années 80, mais allez, on va dire un pop de qualité de Rod Stewart quand même. Et ça me fait voyager directement 40 ans en arrière, et je suis dans la voiture de mes parents et ça passe à la radio et tout va bien. C'est un morceau qui me met direct. C'est un morceau qui 40 ans après ne m'emmerde pas. Je peux toujours l'écouter, ça me fait toujours plaisir, et ça me met toujours dans la bonne humeur. Ouais, c'est pareil pour moi. C'est vraiment gravé dans un souvenir de radio. Et je pense que Do You Think I'm Sexy doit y avoir un saxophone aussi. Ah, certainement. Quoi d'autre ? Ouais. Quoi d'autre ? Il n'a pas travaillé avec Ronnie Wood à ce moment-là. Je mettrai pas ma main dans le feu, mais je le vois tout à fait possible. D'ailleurs, numéro 1 en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Donc, dans mon Allemagne, si vous voulez. Oui. Berlin-Ouest, mais bon, c'est ça la même chose. Ouais. Alors, ta quatrième mention honorable. Eh bien, figurez-vous que c'est un morceau de notre ami Nick Drake. Oui, notre ami, tu le dis comme ça. The Chimes of a City Clock. Oui. Extrait de son album Brighter Later. Et un album qui a déstabilisé les espèces de puristes de ce Nick Drake, uniquement à la guitare et tout folk, et sur lequel il y a des orchestrations un peu plus poussées. Et ce morceau est vraiment très très beau parce qu'il intervient en contrepoint de sa voix. Et il est vraiment très 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 jazzy, très très feutré. Il a presque des accents de clarinette. Très jolie cette chanson, je la connaissais pas du tout. Je l'ai même pas écoutée en préparation, je l'ai écoutée aujourd'hui 2-3 fois. Et très jolie. Tu connais Nick Drake ou... Absolument pas. Ouais. Du nom, oui, mais sans plus, quoi. Donc cet album-là, en fait, c'est peut-être le moins aimé des fans de Nick Drake, parce que on considère que c'est un espèce de petit angelo comme ça du folk britannique, et qu'on veut le voir dépressif et jouer tout seul avec une guitare, mais finalement il apparaît que c'était un mec plus passionné de musique et plus joyeux qui n'y paraît, selon les témoignages que les gens qui l'ont accompagné donnent. Ce morceau m'a donné dans tous les cas envie de le découvrir un peu plus. J'ai bien aimé, vraiment. Comme je dis, je l'ai écouté aujourd'hui. Et je veux pas dire que ça suffit pas de 3 écoutes pour rester en tête, mais ça a donné envie en tout cas de l'écouter plus. Et en plus c'est joué avec un saxophone alto et qui sonne vraiment pas trop brillant, quoi. Parce qu'on parlera, je pense, peut-être de la façon dont peut sonner le saxophone.
Parce que dans le rock, ils vont pas des fois avec le dos de la cuillère. Je me suis pas fait des notes là-dessus, mais je suis curieux à écouter ton avis là-dessus. Ton analyse. Donc maintenant, le morceau de 4 mentions honorables qui aurait pu être sur les 5 chansons. Dis vite, mais le cher Maxime m'a dit non. Il va peut-être dire plus sur ça que moi. C'est pas Katmandou. Non, c'est presque Katmandou. C'est Bob Seger qu'on trouve souvent sur les listes un peu génériques de saxophone avec Old Time Rock and Roll. Moi, ce morceau aurait été le morceau Bo Diddley que j'adore, Live in Detroit, 1977. Mais Maxime m'a dit, s'il te plaît pas, il a constaté trop, il a analysé le morceau et il y a trop de testostérone dans ce morceau. Donc, il n'en voulait pas et je respecte son souhait. Moi, j'aime bien. Il y a le solo de Alto Reed qu'on connaît aussi, si on connaît l'intro de Turn the Page, également une chanson de Bob Seger reprise par Metallica plus tard. Ah ouais. Turn the Page avec une intro saxo de Alto Reed. Mais moi, c'est Bo Diddley. Maxime dit testostérone, moi je dis avec de l'énergie. Je sais pas si c'est la même chose, mais voilà, c'est mention honorable de Bob Seger. Énergie. Maxime ne la voulait pas. Et bon, je ne peux pas le dire autrement, c'est la vérité. Non, je connais pas Bob Seger. Enfin, je le connais, tu vois, je pense avoir un gros a priori dessus. Ben peut-être. Ouais. Tu aurais pu peut-être t'en débarrasser, mais... mais j'ai bien aimé Katmandou. Oui, c'est parce que c'est un peu du style du rock and roll dont on va peut-être parler plus tard d'un certain monsieur dont on ne dit pas encore le nom. Bon, allez, le 5e chacun, parce qu'on est déjà bien dans l'émission. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est le concept. Ça fait on a commencé, ça fait un quart d'heure. Allez. Oui, alors j'ai vraiment hésité avant de choisir le tout dernier morceau, mention honorable. Mais il fallait que je place quand même ce morceau de Robert Wyatt, qui s'appelle Alifi ou Alive. Oui. Tel qu'il peut Alifi, c'est sa façon de faire, c'est ça, des paroles associatives qu'il invente un peu. En fait, c'est le surnom de sa femme, Alfreda. D'accord. Et en fait, il l'appelle la plupart du temps Alfie. Et donc, sur cet album, son premier album, la Rock Bottom, il lui consacre plusieurs chansons, donc Alifib et Alifi, et en fait, ça doit y avoir une coquille sur une pochette à un moment donné, et ce qui fait que ça devient Alive. Oui, j'ai vu deux versions de ce Alive, et bon, c'est la même chanson. Mais... C'est la même chanson. Et donc, on a une espèce de chanson qui, au niveau des paroles, part dans tous les sens. C'est des images assez obscures parce qu'il la compare il compare sa femme à un garde-manger. En fait, c'est une déclaration d'amour un peu bizarre. Alifi, my lord. Donc à la fin, plein de visages. Et donc à la fin de la chanson, elle intervient en lui disant non, je suis vraiment pas ton garde-manger. Je suis vraiment autre chose. Et donc tout ça, c'est accompagné d'une clarinette et d'un saxophone ténor ensuite, joué par le même Gary Window, et qui va accompagner aussi Robert Wyatt sur son album d'après. Donc là, on est vraiment dans le rock progressif parce que Robert Wyatt a fait partie de Soft Machine. Oui. Et puis, c'est un album qui est produit par Nick Mason. Oui. Donc, on est en plein là-dedans. Mais c'est... Ouais, j'avais envie de parler de Robert Wyatt pour cette liberté qu'il prend. Ok, un artiste intéressant dans tous les cas, et je l'ai écouté quelques fois, mais ça c'est une sorte de musique qu'on ne peut pas découvrir en un après-midi. Non. Un peu de temps pour mettre ses pieds dedans. Hein. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est très très déroutant. Il avait un accident, lui aussi, non? Il était lourdement handicapé.
il fait partie de Soft Machine, et puis au cours d'une fête bien arrosée, en fait, il tombe de la fenêtre d'une salle de bain, je crois, et donc il devient paraplégique. Ouais. Donc à partir de 73, il est en fauteuil roulant. Ouais. Et comme il est batteur de Soft Machine, il quitte le groupe, et puis c'est là que commence sa carrière solo. Ok, ben écoute, à garder un œil dessus. Ma dernière mention honorable avant qu'on aille dans les vraies 5 chansons, et une mention que je peux juste... on peut pas faire une émission sur le saxophone sans parler de lui, mais il n'est pas dans les 5 chansons. 5 en chiffres. 5 en chiffres. Ouais. Chansons au pluriel. The Big Man, Clarence Clemons. Parce que parce qu'il y a d'autres choix qui se sont prêtés aujourd'hui pour parler du saxophone, mais on peut pas faire une émission sur le saxophone sans parler de Clarence Clemons, au moins pour quelques secondes. Oui. D'autant plus que, chers auditeurs, nous avons notre premier épisode fait sur Bruce Springsteen, où on parle justement de la chanson 10th Avenue Freeze Out, où Bruce Springsteen, dans son nom de scène Bad Scooter, rencontre le Big Man, et ça change tout. Et il fallait mentionner Clarence Clemons, et moi j'ai choisi Born to Run, mais ça aurait pu être aussi Jungle Land, ou justement 10th Avenue Freeze Out, ou une dizaine d'autres. Et même si c'est que pour Because the Nightlife, quand il prend pour à peu près 10 secondes le saxophone, ces 10 secondes donnent tout de suite une qualité à ça. Moi j'ai choisi Born to Run, mais c'était vraiment pour ne pas parler de Clarence Clemons. Bien sûr. The Big Man. Il faut parler du Big Man. On en a déjà parlé, on en reparle. On en reparle certainement un autre jour encore, mais voilà, il doit être dans cet épisode. Ça serait un sacrilège de ne pas le mettre. Et aussi, donc, la chanson Born to Run et la pochette de disque de l'album Born to Run. Oui. Avec Springsteen d'un côté, et on tourne la pochette, et on voit qu'il est adossé à son... Le dos, avec le dos, dos contre dos. Ouais, c'est ça, Et leur jeu de scène, ces espèces de chorégraphie, saxophone, guitare, enfin, cette espèce de colosse en combinaison rouge. Tu as l'image en live dans Born to Run? Oui. Oui. Une combinaison rouge sans manche. Rouge avec sans manche, c'est ça, ça. Et une espèce de Ivan Drago sur la tête, non? C'est très... Non, mais oui, voilà, c'était une force de nature, hein, donc il fallait le mentionner. Et je pense qu'on peut passer aux 5 chansons. Oui. Juste pour dire, voilà, pour tous les puristes, pour tous ceux qui écoutent cette émission, vraiment, oui, on aurait pu aborder encore 1000 autres groupes. Pink Floyd, Us and Them, Money, Dire Straits, on en a parlé, Roxy Music, je sais pas. Aussi. Toi, tu n'étais pas trop Roxy Music, mais moi j'aime bien Roxy Music aussi, mais ou Brian Ferry, mais ça voilà, il fallait faire un choix de 5 chansons. Alors, on va donc rentrer dans les 5 chansons. Peut-être on dit d'abord les 5 chansons, du coup. On en a pas parlé encore. Oui. Donc, notre premier choix, qui cette fois-ci pas le premier morceau de Spotify, parce que ça n'existe pas pour le saxophone. On a fait un choix par une liste croisée qu'on a comparé. On a donc décidé si un morceau chez nous est le plus de points ou le plus haut dans la liste, on le choisit. Donc, chez toi, c'était 6e morceau. Chez moi, c'était d'abord 3e. Et quand je virais Dire Straits, c'était même 2e. Ouais. C'est donc Modern Love de David Bowie. Alors, tes 2 choix. Alors, mes 2 choix, ce sont... Tu m'as soumis. Vas-y, redis-moi. Je t'ai soumis Morphine. Oui. Le morceau qui s'appelle Buena. Buena. Et un morceau de R qui s'appelle Playground Love. Oui.
Je confirme que tu m'as soumis ça. Et moi, je t'ai donc choisi deux morceaux très rock'n'roll, les deux. Je t'ai choisi Little Richard et Keep a Knocking. Et je t'ai choisi nos amis des Rolling Stones avec Live With Me. Live With Me, exactement. Et je vais bien sûr en profondeur expliquer pourquoi j'ai choisi ce morceau-là. Donc on commence avec notre premier morceau. De David Bowie. David Bowie, Modern Love. Eh oui, extrait de l'album Let's Dance. Let's Dance 1983, produit par Nile Rodgers du groupe Chic, le groupe disco qui a fait Le Freak. Oui. Ça voilà. Et qui est en 83 et à nouveau... Même année que Baby Jane d'ailleurs. Ah oui. Et donc on a un album où il y a beaucoup de saxophones, cet album Let's Dance, donc Let's Dance aussi. Et donc on va peut-être rappeler que le saxophone et David Bowie c'est une longue histoire. Oui, il jouait le saxophone. Ouais. Et je pense que c'est le premier instrument qu'il a appris vers l'âge de 13 ans. Il avait une trompette de jouer, déjà une saxophone de jouer, il paraît qu'on était en enfant, mais peut-être c'est un peu trop anecdotique. Non, moi j'ai vu qu'il avait... Il traînait dans les clubs de jazz avec son demi-frère, d'où sa passion pour l'instrument. Et donc il a pris des cours avec un certain Ronnie Ross, qui n'est autre que le saxophoniste qui opère sur Walk on the Wild Side. Non, si. Le monde est un village. Eh oui, puisque Walk on the Wild Side, c'est quand même un morceau de Lou Reed, mais produit par David Bowie. Et que tu as aussi mis sur la liste, bien sûr, sur la playlist. Oui. Et donc, bizarrement, en fait, même si David Bowie a pas mal un gros attrait pour le saxophone, c'est assez rare finalement qu'il en joue lui-même. Oui. Sauf dans Neukölln, donc je vais peut-être juste parler à la fin, nota bene, en tant que berlinois. Oui. Oui, mais oui, il laisse quand même ça sur les enregistrements plutôt professionnels, entre guillemets, même s'il le joue de temps en temps, mais... ça reste anecdotique. Moi, j'ai juste noté, puis c'est des morceaux qu'on connaît bien. Le morceau qui s'appelle Sorrow, qui est une reprise. Et puis à la fin de Changes aussi, qui est vraiment plus connu, où là, en fait, il joue vraiment le saxophone. Oui. Oui, je peux aussi rapidement faire une petite digression, comme on aime. Voilà, c'est parce que je me suis noté Neukölln. Neukölln, mal écrit avec un L, parce que Neukölln, c'est un quartier de Berlin que je connais bien. J'y ai même travaillé pour un certain temps. Donc, et quand j'ai écouté ce morceau que je connaissais un peu sans plus, il m'a mis, peut-être par la connotation du titre, Neukölln, le quartier, il m'a mis dans un esprit berlinois. Et même si, voilà, il est un peu évoqué que ça fait de la musique turque, un peu, il fait quelques références à la musique turque, parce qu'effectivement, à Neukölln, il y a beaucoup de Turcs, comme à Berlin en général, il y a beaucoup de Turcs liés à l'histoire de miracles économiques des années 60, 70, 80. Il y avait beaucoup de Turcs, et donc il y a un peu un côté oriental là-dedans. Mais moi, dans ma tête, ça a créé une image de tunnel de métro, où parfois tu as même des saxophonistes dans les tunnels de métro à Berlin. Et du coup, ça m'a créé un fort flashback dans ma ville natale. Et effectivement, après, j'ai appris que c'était enregistré bien sûr dans les Hansa Studios. Les célèbres Hansa Studios à Berlin. Où il enregistre Heroes. Oui, je pense, oui. Donc, plusieurs morceaux de cette Berlin trilogie, qui n'est pas vraiment une Berlin trilogie, qui est un peu le croix. Il n'y a pas tout qui a été enregistré à Berlin. Mais voilà, ce morceau Neukölln, où il joue le saxophone, c'est un morceau instrumental qui m'a fait un petit flashback dans ma vie natale et qui me plaît énormément. Non, ben voilà, Modern Love, retournons au Modern Love qui est quand même le choix. Avec un personnel de crème de la crème. Ah oui, bien sûr. Aussi. Oui. Il faut quand même dire,
Justement, c'est là où je me suis posé. Après, je l'ai choisi et après, j'ai réfléchi. Est-ce que le saxophone apporte vraiment quelque chose? Parce que tout au début, on pourrait croire, la star de cette chanson, c'est le chica chica de la guitare, c'est surtout la batterie de Omar Hakim, oui. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec beaucoup de gens. Je l'ai juste vu l'année dernière dans le concert de tribute pour Taylor Hawkins des Foo Fighters, où il a joué un ou deux morceaux. Ah oui, ok. C'est surtout sa batterie qui donne tout de suite cet esprit joyeux à cette chanson. Parce que c'est une chanson qui donne instantanément de la bonne humeur, je dirais. Et la batterie est vraiment en avant. Hein. Oui. Oui. Ça... Donc, ce saxo, au début, je me suis dit, est-ce que les saxos apportent vraiment quelque chose? Et après réflexion, je dis oui, ça apporte quelque chose. Surtout, j'ai essayé faire c'était quoi, la psychologie du comptoir? Oui. C'est la psychologie, la psychologie de la cuisine. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'apporte le saxo? Et j'ai essayé de comprendre la chanson, ce qui n'est pas évident au niveau des paroles. C'est assez critique, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Mais moi, je me suis dit, dans ma petite psychologie du comptoir, c'est un peu quelqu'un qui est prisonnier des conventions, qui est un peu bloqué dans un monde, parce que je suis dans le vent, but I never say goodbye, mais je dis pas au revoir, je suis dans la pluie, mais je m'en vais pas, je dis pas I don't say goodbye, I never say goodbye. Il y a le vendeur des journaux, the paper boy, but things don't really change, les choses ne changent pas. Il y a l'église, les religions, il faut quand même oser de faire un choral avec church on time, à l'heure à l'église. Mais je me suis dit, le saxo est progressif dans cette chanson. Parce qu'au début, le saxo est tout sage. Il fait un accompagnement rythmique, un petit crescendo, et après, il y a un premier solo très sage, qui est plus ou moins comme le chant. Et après, ça reste l'accompagnement rythmique. Et après, tout à la fin, quand il chante Modern Love, le saxo part dans une espèce un peu plus de délire, un peu plus libre. Et c'est un peu, pour moi, c'est de l'interprétation, on peut en penser ce qu'on veut, mais pour moi, ça fait un peu de cette libération à la fin. Et qui est exprimée par ce saxophone qui, au début, est très timide et très sage, devient très libre dans son interprétation de chanson. Ouais, c'est une chanson, enfin, j'ai dû écrire, mais de quoi parle cette chanson? Parce que on sait pas, en fait. Être à l'heure à l'église, voilà. Ce qui m'a vraiment bien plu dans cette chanson, c'est que bon, t'as 3 saxophones, t'as 2 ténors qui assurent une base rythmique, et puis t'as ce saxophone solo qui est un baryton, donc joué par Steve Elson. Et donc voilà, ils sont assez complémentaires, et ça me faisait penser à ce système de call and response. Oui. Tu sais qu'il y a en fait dans la chanson, en fait, entre Bowie et les chœurs, et même les saxophones semblent jouer avec ça. Ça fait un peu Aretha Franklin du coup. Ouais. Mais j'ai lu que l'influence pour ce type de morceau avec le piano, c'était aussi Little Richard. J'ai noté ça aussi, j'ai dû se trouver ça sur un site aussi, apparemment il a montré à Nile Rodgers. Oui. Non seulement pour le style, mais aussi pour l'optique, une couverture d'un album de Little Richard, où il était tout en rouge, ou en jaune, je sais pas. Dans la vidéo, lui, il est en jaune. Et il a dit, je veux que ça sonne comme ça, mon album. Little Richard, ça, donc, comme référence pour tout l'album. J'ai vu le clip de la chanson. Moi aussi, c'est sur ce scène, en fait. Ouais. Et il est blond au possible, en fait. Il a les cheveux jaunes. En costume moutarde. Ouais. Et en fait, cette coiffure-là m'a fait penser justement à Little Richard. Oui, c'est en auteur, voilà. Cette auteur, c'est vrai, oui. Donc c'est le Little Richard blond. Je trouvais aussi rigolo, je regardais rapide, parce que il y a Stevie Ray Vaughan listé sur le personnage, je sais pas ce qu'il jouerait là.
J'entends pas la guitare parce que l'intro, il paraît... Il est sur tout l'album. Oui, surtout l'album, oui. Mais il est mentionné en personnel de la chanson. Oui. Et je pense que c'est plutôt Nile Rodgers qui a joué la guitare, le Chuka Chuka, le Johnny Cash... le Johnny Cash... Oui, l'intro c'est Nile Rodgers. D'ailleurs, il a justifié ça et il a raison. Donc, il a dit... We need a hook. On a besoin d'un hook, d'un crochet pour accrocher. C'est ça l'idée. D'un hook que tu fais quelque chose où les gens accrochent tout de suite. Mais comment commence Freak Out? Ça commence avec 1, 2, 1, 2, 1, Freak Out. Et tu as ça aussi sur Let's Dance. Et voilà, c'est une spécialité de Nile Rodgers, c'est un début qui t'accroche, qui fait un hook immédiatement, et effectivement ça c'est bien réussi. Mais je me suis dit Stevie Ray Vaughan, ok, il est sur l'album, mais je retrouve rien dans la chanson qui fait une guitare particulière. Ça doit être très timide quand même. On le reconnaît plus sur Let's Dance. Mais oui, peut-être. Oui. Mais en fait, ils reconnaissent lui-même que c'était pas évident de jouer sur cet album parce que Stevie Ray Vaughan. Comme Vince Vaughn. C'était vraiment, en fait, c'était un musicien de blues autodidacte. Oui. Et que s'adapter en fait à un autre style de musique, c'était pas forcément évident pour. Oui, mais pour ça fait partie de tout ce groupe de guitaristes que tout le monde dit c'est des super guitaristes, mais personne peut citer une chanson de. C'est comme Steve Vai, comment il s'appelle l'autre bon. Joe Satriani, voilà. C'est tous ces super guitaristes qui sont apparus dans les années 80, mais bon, être super guitariste ne veut pas forcément dire que tu sors des super morceaux. Mais je peux être mauvaise langue, et s'il y a le fan club de Stevie Ray Vaughan qui écoute, je me trompe souvent dans la vie. Donc, je leur ai dit de pas écouter ça. Oui, mais bon, une super chanson quand même qui... Oui. C'est un de ces morceaux que tu peux parfois jouer dans une fête et les gens vont commencer à danser. Surtout grâce à Omar Hakim à la batterie. Ouais. Et puis c'est refrain en fait. C'est Church on Time. Religion. God and Man. Les humains. God and Man. God and Man. Church on Time. Modern Love. Est-ce que David Bowie s'interroge sur le rapport entre l'homme et Dieu dans cette chanson? Je crois que peut-être il était là avec son petit stylo, il a commencé à écrire. Mais on peut y trouver du sens si on veut. Oui. De toute façon, on peut trouver du sens partout, même dans les morceaux de... Non, j'y vais pas. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Modern Love encore? Je pense qu'en fait, on aurait pu aussi peut-être choisir Young Americans. Oui, mais on aurait pu choisir plein de morceaux. Où le saxophone était presque plus présent dès le départ, mais Modern Love. Dès que je fais la psychologie du comptoir, j'étais persuadé que c'était le meilleur choix. On doit avoir déjà au moins 2 solos en fait, vraiment dans ce morceau. Si je regarde mon tableau. Oui, je vois. Il y a le solo sage et le solo un peu plus farfelu. Oui. Et donc il est vraiment présent. Donc pourquoi s'il n'y a pas 2 solos, ça n'a pas la peine d'en parler. Non, mais je pense que par exemple sur Walk on the White Side, le solo intervient vraiment tout à la fin. C'est souvent d'ailleurs aussi un truc, le solo à la fin comme outro, un peu. Et donc je me demande si relégué comme ça à la fin, ça joue un rôle efficace. Parce que ça rajoute quelque chose à ce que dit la chanson. En tout cas, ça peut, oui. On va voir si sur les autres morceaux ce qu'on peut trouver. Bon, on aime? Ah oui, on adore. On adore. Ok. On parle de quoi? Je veux que tu as fait une liste. Oui, mais si tu veux, on suit la tienne, ça me va. On peut passer à Morphine? Oui, bon. Oui, je pourrais dire on se garde la meilleure plutôt pour la fin, mais bon, allez, on y va. Morphine. Non, je plaisante. Non, j'ai hâte de parler d'air. Stay positive. Stay positive, oui, voilà. Voilà. Non, mais avec quelques bières en plus, ça va. Donc Morphine, toi, tu as découvert?
C'est la découverte de cette émission. Hein. C'est la découverte, Morphine. Bon. Hein. Allez, je te laisse y aller. Oui, voilà. Donc tu m'as soumis Morphine. Pourquoi on l'a mis sur la liste? Est-ce que c'était ton choix? Oui. Ou est-ce que c'était une proposition de quelqu'un, de Gilles peut-être? Je sais pas. Non, je pense que je l'avais mis déjà sur mon ébauche de playlist. Ouais. Donc pour moi, une découverte absolue. Morphine n'était pas du tout sur mon radar. Buena, good. Ça fait de leur deuxième album 1993. Cure for Pain, remède pour la douleur. Un groupe avec une histoire tragique car le chanteur Mark Sandman est mort sur scène en 1999 en Italie. C'est une configuration de groupe assez originale parce que Mark Sandman joue une basse à 2 cordes en slide. Oui. Il fait des chants. Dana Coley, en partie importante de ce groupe en saxophone, et deux batteurs qui sont relayés sur cet album, Jérôme Dupri et Billy Conway. Un morceau peut-être le plus cool sur la liste déjà. Oui. Absolument cool. Le chanteur est cool, le morceau est cool, et dès que le saxo commence sur le coulomètre, ça ajoute encore 50 points de plus. Ici, le saxo fait partie du concept du groupe. Oui. Et le saxo fait la différence de cette chanson, oui. Hein, je dirais. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert avec cet album. Ils en avaient publié un avant, mais c'est vraiment cet album-là qui les a fait connaître. Et effectivement, ouais, ça fait partie de ces groupes avec une géométrie incroyable, parce que pas de guitare, batterie et saxophone en plus. Baryton, principalement, un peu ténor. Oui, plus grave, en tout cas. Et puis aussi, en fait, la capacité de jouer du double saxophone. C'est-à-dire... il me paraît que j'ai lu ça. Oui, c'est-à-dire que Dana Coley est capable de jouer à la fois de 2 saxophones en même temps. C'est-à-dire qu'il a les 2 embouchures, et il peut jouer un baryton, un ténor en même temps. Est-ce qu'il le fait dans cette chanson? Je dirais, pas dans cette chanson. Non. Mais par contre, c'est là où je regrette de ne pas avoir découvert Van der Graaf Generator, parce que là aussi, mec, j'ai pas lu ça sur Morphine, je l'ai lu sur Van der Graaf Generator. Oui. Voilà, c'est ça. Donc le mec là, David Jackson, donc qui est chanteur et saxophoniste, il avait cette aptitude-là à jouer double saxophone. Et voilà. Donc Morphine, oui, c'est un groupe incroyable pour moi. Tu connais bien la discographie du coup? Je connais vraiment très très bien cet album, un peu les suivants. Et surtout, l'anecdote que j'ai, c'est mon anecdote saxophone, parce que je désespère pas. Chacun en a une anecdote. Bill Clinton aussi. Il a aussi joué. La mienne, je la raconterai. Elle est racontable. Non, en fait, j'ai emprunté un saxophone, je pense que c'était à mon avis, c'était l'an dernier déjà. Et avec la volonté de m'y mettre. Et donc le seul morceau que j'ai pu sortir, c'était le tout premier morceau de cet album. D'accord. De Morphine. Il s'appelle Donna. Et Donna, oui. C'est un morceau court, 57 secondes, ou un truc comme ça. Avec, oui, je l'ai écouté, oui. Avec un total de peut-être 4 notes. Oui. J'écoute. Mais il faut commencer. Un chemin de 1000 milles commence avec un pas. Et donc, moi j'adore ce morceau. J'ai découvert en fait que Buena c'était un démon. Parce que j'avais jamais trop prêté attention aux paroles de Buena. J'essaie de m'y mettre aussi. J'essaie de trouver un peu d'aide. Je voulais te poser la question, c'est quoi Buena alors? Buena, je pense que c'est le nom d'une fille. Ouais, moi j'ai 3 options. Ouais. Et donc maintenant je suis plus ou moins persuadé moi
Je suis persuadé de mon interprétation, hein, chacun son interprétation. Donc au début, première chose, c'était une fille. Hein. Après, je me suis dit les drogues, hein, parce qu'ils te font du buena sur le champ souvent aussi, pas de façon stable, mais bon. Et après, je me suis dit peut-être c'est la musique. Donc, parce qu'il dit des trucs comme ça. Depuis que j'ai rencontré le diable, je ne suis plus la même personne. I ain't be the same. Est-ce que le saxo c'est buena parce que ça sort du cadre, c'est quelque chose de nouveau. Et au début, il chante quoi? Il chante un truc du type. I hear a voice from the back of the room. Oui, I hear a voice from the back of the room. You want something good. Tu veux quelque chose de bon. Et d'un coup, il dit The devil was buena. Et au moment où il dit The devil is buena, le saxophone se met à parler, à jouer. Donc du coup, ça pourrait être fille, drogue, mais aussi cette musique qui sort un peu du cadre, qui est vraiment buena. Donc la musica buena, si tu veux. Ouais. Et, mais bon, ça... Je suis pas sûr, hein, mais... Moi, en fait, dès que j'ai vu que buena, c'était le nom d'un devil, ça m'a fait peur, en fait. Oui. Je suis peut-être superstitieux. Tu ne suis pas allé dans la... Mais en fait, ça a été une découverte et ça m'a... Je me suis dit, mais en fait, il est question du diable dans cette chanson. Oui. Donc, je suis un peu superstitieux sur le diable. Mais si c'est le diable et buena. Mais voilà. Oui, mais voilà, ça peut être plein de choses de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le saxophone commence exactement avec la mention du diable, justement. Donc, on pourrait y voir une relation, hein, si on veut. Oui. La découverte, hein, vraiment, je peux le dire. Là, j'ai écrit, regarde, j'ai mis drogue 2 plus musique 3 plus sexe fille 1 plus. Ça, c'est mon ranking personnel de cette chanson. Hein. Mais voilà, chacun a sa interprétation. Mais super. Ouais. Je crois que je vais écouter un peu Cure for Pain de façon un peu plus profonde dans l'avenir encore. Mais en tout cas, Morphine était la découverte de l'émission, je peux déjà le dire. Ok. Autre chose à dire sur Buena? Non, on passe au suivant. On passe au suivant dans ma première soumission du coup. Oui. Keep a knocking. Keep a knocking. Keep a knocking. Oui. But you can come in. But you can come in. You say you love me, but you can't come in. Il existe d'ailleurs une version cajun de cette chanson qui s'appelle Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer. Oui. Que tu trouves, si jamais tu les trouves. Hein, tu l'as écouté? Oui. Bon, d'accord. Ça fait rire plus que danser, que Little Rich a fait plus danser. Mais en fait, quand j'ai lu qu'il y avait une version cajun, je me suis dit, mais oui, bien sûr, en fait, il y a vraiment cette énergie. Du sud aussi, oui, c'est ça. Et ce son de saxophone aussi qui est vraiment... Dans la version du cajun que j'ai écouté, il n'y avait pas de saxophone, par contre. Bon, pour les détails discographiques, Little Richard est sorti en single et après sur son deuxième album qui s'appelle Little Richard de 1957. La prise de son un peu compliquée parfois. Quand je l'ai mis dans ma voiture, mon fils s'est bouché les oreilles quand la voix de Little Richard a commencé parce que il a cette voix très aiguë et il fait régulièrement ce et ça n'a pas plu aux oreilles parce qu'au niveau de la prise de son c'était pas magnifique. Mais en fait, j'ai décidé en 2 minutes, je mets ça. Je mets ça. Parce que c'était d'une force incroyable. Ouais, c'est une idée de génie. C'est brut. Oui. Le saxophone, t'as jamais entendu quelqu'un jouer de ce saxophone comme ça? Non, mais il y a au moins 3 saxophones, je crois. Oui, parce pas sûr. T'as les deux. 4. T'as 3 rythmique et solo. Tu as 3 ténors, Wilbert Smith, Clifford Box et Grady Gaines, qui a probablement fait le solo parce qu'il est souvent marqué en leader du groupe. Oui. Et Samuel Parker en baryton. Et voilà, c'est d'ailleurs. Et qu'on les voit sur. Hier, tu as envoyé une vidéo à moi d'une autre chanson, j'ai oublié le nom, On les voit dans des passages télé. Voilà, et tu vois quand même 4 saxophonistes, voilà. Ça m'a fait un peu penser à Retour vers le futur aussi.
Oui, parce qu'ils au niveau ils sont tous en costume. En costume, oui, brillant. Et il y en a quand même un qui monte sur le piano pour jouer son solo de saxophone. Ouais. Est-ce qu'il joue un rôle, Little Richard, dans ton passé, dans ta socialisation musicale? Pas bien, mais cette folie quand même, et c'est quand même la personne qui invente la phrase magique du rock'n'roll. Oui. Donc ça, c'est déjà rien que pour ça que son nom soit sanctifié. Oui. Good golly, Miss Molly, tutti frutti. Pour moi, c'était le mec qui était un peu... Je sais pas si tu te souviens, mais dans les années 80, tu le voyais dans plein d'émissions de télé un peu bidons, dans les séries. Il est toujours apparu dans les séries, je peux même pas te dire où. Vieilli avec les Oui, avec un maquillage 2 cm alors que le maquillage, il l'avait toujours. Hein. Mais un maquillage énorme, et ça faisait un peu bizarre comme type à l'époque, surtout pour un enfant. Mais il était... Après, voilà, sa musique, c'est juste... J'ai jamais écouté un album de Little Richard, mais Little Richard... Ouais. C'était freudien pour le prochain morceau, Richards. Mais voilà, c'est une force, c'est une inflation de saxophone, une force de nature. Le piano, on n'entend même pas trop sur ce morceau-là. Hein. On entend la batterie, on entend la batterie, la basse et les saxos. Hein. Et le piano, il est vraiment pas très audible, mais même s'il est, on l'entend, mais si on s'en concentre vraiment. Mais il était ce mec qui était un peu l'incarnation du rock'n'roll, sans que j'aurais jamais écouté vraiment Little Richard. Hein. Et d'un rock'n'roll débridé, subversif. Oui. Bah oui. Et en plus, en fait, quand tu parles de la qualité d'enregistrement, mais pour le coup, j'ai l'impression en fait que sa voix à lui est tellement éraillée, tellement folle qu'elle est un saxophone en elle-même, en fait. Oui, parce que ça, ce son de saxophone... Ça te fait vibrer les oreilles, quand même. Oui. Ouais. On se demande, en fait, comment il trouve ce son, ce saxophoniste. Est-ce qu'il y a déjà des films sur sa biographie? Parce que c'est un sacré personnage, quand même, hein, au niveau de... Je sais pas si... parce que... En tous les cas, je pense que quand tu vois Little Richard et ce côté androgyne et complètement... C'est pas étonnant que David Bowie aussi vienne pour dire alors je veux un album où c'est comme Little Richard. Voilà, on voit quand même les parallèles. Hein. Ouais, il me fait penser à Prince aussi. Oui, absolument. Ouais, mais avec ce côté débridé, toujours canaille... complètement toujours ouvertement sexuel, mais sans... Oui, qui joue un peu, qui candide. Mais qui reste un peu conscient de ça aussi, hein, qui n'est pas... Il devient pas non plus, comment dire... Tu te moques pas de lui non plus. Hein. C'est comme Prince qui était quand même maître de la chose en quelque sorte. Même si il a joué avec ça... Hein. Avec le côté androgyne. Et voilà, c'est... Quand même dire, c'est un élément phare du rock'n'roll. Là. Les Beatles ont joué en première partie de Little Richard en 1962. Oui. Ah ouais, ils étaient tout fiers en fait de poser à côté. Et il était appelé, remis en service là, au début des années 60 parce qu'il a fait parfois des pauses pour se occuper de son côté religieux et de la musique religieuse. Oui. Donc il est régulièrement retourné au séculaire. Il était appelé 1963 pour sauver une tournée des Stones avec Bo Diddley et des Everly Brothers, qui n'était pas un grand succès au Royaume-Uni. Okay. Et du coup, on a demandé s'il ne veut pas intégrer l'affiche et que ça apparemment, il y avait écrit quelque part que ça a sauvé plus ou moins la tournée. Hein, ce Little Richard. Oui. Bon. Et en plus, ce qui me faisait dire que sa voix, il en joue comme d'un saxophone, c'est qu'il y a un moment donné, alors les paroles sont répétées... non, mais voilà, il faut qu'on rentre profondément dans les paroles. Mais il y a un moment, en fait, où
il change, en fait il bascule du côté saxophone et il dit You keep on knocking but you can't come in. Oui, en c'est fait, ça. Il change d'octave. Oui, au début c'est You keep on knocking but you can't come in. Et après You keep on knocking but you can't come in. Voilà, un peu comme ça, oui, c'est comme ça. Le changement d'octave c'est du ça. saxophone. Oui, c'est ça. Et après t'as le saxophone qui repart avec c'est strident, c'est sale, je sais pas comment il souffle dedans, mais c'est du rock'n'roll. Ouais, il crée une espèce de saturation avec sa hanche en fait. Et c'est... Ah non, mais c'est voilà, tour de force, un vrai... Comment aurait dit Nietzsche? L'énergie? Qui ça? Énergie. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Oui. Oui, voilà. Le saxo fait la différence ici. Ah oui. Ici, c'est vraiment porté par le saxophone. Hein. Et là, on voit bien en fait la... Donc les paroles, vite. Frappe à la porte. Tu frappes à la porte. Pourquoi c'est pas lui qui frappe? Souvent, c'est les chanteurs qui frappent plutôt à la porte. Chez les filles, c'est pas en fait... Les chanteurs de blues. Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Oh, chez Little Richard, ça ne joue aucun rôle. Hein, ouais. Et en fait... tu dis que tu m'aimes, mais tu ne peux pas entrer. Reviens demain soir et essaie encore. Come back tomorrow night and try again. Je sais pas si je l'ai lu parce que j'ai pas pu avoir cette hypothèse. En fait, la personne peut frapper mais ne peut pas entrer parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre avec lui, en fait, qui lui dit de ne pas entrer. Ok. Ouais. C'est ça le rock'n'roll. C'est ça, en fait. Des fois, on passe par la porte de derrière. Le lit est toujours occupé, il y a toujours une place entre les draps, comme ce sera dans mes paroles de ma deuxième chanson dont on va parler plus tard. On en parle plus tard. Oui, on va parler plus tard. J'ai l'impression que tu veux parler de R. J'ai l'impression que ce morceau... Tu veux t'en m'attire comme oui, parce qu'il y a les premiers moustiques qui entrent. Le morceau d'air m'attire comme la lumière les moustiques. Bon alors là, ça va être... Vous connaissez la blague où la mythe entre chez un pédiatre et raconte toute sa vie et le pédiatre à la fin dit mais vous n'avez pas besoin d'un pédiatre, vous avez besoin d'un psychologue et pourquoi vous êtes venu chez moi? Et la mythe répond parce que la lumière était allumée. Voilà. Bon, voilà, on a tout dans ce podcast, même les... Oui, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Mr. Good Golly, Miss Molly? Non, mais c'est vrai qu'on est aux origines du rock'n'roll, là, oui. Mais... On est au transfert on peut être sérieux pour les écouteurs de France Musique, on est au transfert du jazz au rock'n'roll, là. Peut-être, oui. Voilà, c'est... Et que là, dans cette énergie, en fait... Il y a déjà le duo Springsteen et Clarence Clemons. Oui, voilà, il y a de la fondation pour cela. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que tu vas dire à propos de R, parce que, bon, je t'expliquerai mes motivations. Mais moi, j'aimerais bien plutôt... donc, on va passer à... Qu'est-ce qu'on a fait? Modern Love? Oui, Morphine et Keep Knocking. Ouais. On va parler d'air et peut-être c'est plutôt à toi de me dire pourquoi. Juste mais pourquoi ce choix? Non, on a décidé, ce podcast est positif et il faut dire que on a tous des goûts différents et voilà. Oui, comment on va le dire? I keep knocking, j'ai frappé à la porte. Mais la chanson m'a pas fait entrer. Oui. Je pense que vice versa peut-être. Oui, c'est peut-être une histoire de culture. Oui. Merci. Non, moi tu me reproches mon manque de culture, c'est ça? Non, R c'est un groupe assez de français. Socialisation peut-être. C'est tellement français, tellement Déjà en France, c'est un compliment pour les Français. Hein. Non, mais déjà c'est un groupe versaillais avant d'être un groupe français, mais donc non. Déjà là, tu sors des refs que je comprends même pas. Allez, vas-y. Alors donc, tu as choisi R. Oui, parce que avec Golden Tracks, qui est personne d'autre que Thomas Mars. Oui, le chanteur de Phoenix. Et c'est ça que j'ai lu.
Et de 2000, moi j'ai noté 2000, tu as écrit, c'est peut-être production et sortie. Et qui fait partie de la bande originale du film Virgin Suicide de Sofia Coppola, que j'ai pas vu. Donc, que j'ai vu une fois. Ah, ok. Mais j'ai beaucoup plus en fait écouté cette BO de R que j'ai longtemps considéré comme presque leur meilleur album. C'est pas juste de dire ça, mais quand même, j'ai une attache particulière. Et ce morceau-là, en fait, au saxophone, qui doit être le seul morceau chanté du disque, ça m'a fait réhabiliter, en fait, le saxophone, parce que j'étais resté sur cette image des années 80. D'accord. Et c'est de la Renaissance. Et je pense que c'est le premier morceau qui m'a fait à nouveau me dire finalement, le saxophone, c'est un instrument qui a sa place dans les chansons. Surtout quand il est joué comme ça, en fait. Oui. Parce que le son du saxophone est pour moi incroyable. J'ai 2 saxophonistes préférés. Ça va être Coltrane et Stan Getz. Mm-hmm. Et pour moi, il est dans ce que Stan Getz pouvait faire, quoi. Au niveau du timbre. Après, dis-moi ce qui n'a pas accroché. Oui, donc c'est la première fois. La première fois, c'est notre 8e émission. Ça fait donc 40 chansons. Et plus avec tout ce dont on a parlé. J'arrive pas à entrer dans cette chanson. Ce morceau ne me fait rien. Ne me fait Attendez la crème. Attendez la crème. Hein? Je connais pas du tout R, à part du Sexy Boy. Je connaissais Sexy Boy, que tout le monde connaît. Voilà, donc ce qui m'est arrivé, j'ai essayé, Maxime, parce que je t'aime bien et je voulais entrer dans cette chanson. La première fois que je l'ai mise en voiture, j'étais en voiture, je mets la chanson et elle démarre. Et après 1 minute, je remarque que j'écoute plus la chanson, que j'ai décroché, j'ai pensé à autre chose. Et je dis, mais oh, attends, là, je me prépare parce que j'écoute beaucoup de la musique dans la voiture parce que j'ai le temps. Et j'ai réessayé. Là, j'étais avec mon gamin là, à la maison pour tous. J'étais 1 heure dans la cour, je réécoutais les 5 chansons. Je dis, allez, tu accroches cette fois-ci. Tu essayes de... Elle me fait rien. Donc, moi, je connais pas ce morceau. Il me... Bon, tu sais, dans la vidéo... Je regardais la vidéo parce que je dis, allez... peut-être ça marche avec les images. Ouais. Peut-être ça marche mieux avec les images. Parce qu'il y a des chewing-gums qui chantent quand même. Très mou. Ouais. Les chewing-gums. J'ai dit, pour une fois, ils ont bien chanté. J'avais peut-être jamais vu le clip et je l'ai regardé. Je crois qu'il y a des extraits de film quand même. Oui. Mais je pense pas que dans le film, il y a des chewing-gums qui chantent. Non. Donc ça a dû être ajouté. Et en même temps, on voit à un moment donné... 2 chewing-gums qui chantent. Un espèce de designer a porté le projet de pochette de disque de la BO à Sofia Coppola. Donc c'est quand même un clip assez... prétentieux. Ouais, avec une espèce de... double méta. Oui, on fait un clip en montrant des images du film, mais en même temps, on raconte autre chose. Et puis, on montre quand même que c'est du cinéma. Waouh. Oui. Bon. Après, c'est pas une chanson 100% de R, puisqu'il y a donc le chanteur de Phoenix, et que c'est quand même aussi un morceau qui est vraiment, vraiment comme une espèce de pastiche des morceaux des années 70. Moi, ça me fait vraiment penser à un... Tu vois, ça pourrait être un morceau des Corgis, ou de 10cc, I'm Not in Love, ou des Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes. Et des morceaux dans lesquels il n'y a pas de saxophone. Mais... En fait, voilà, mais moi je sais que c'est un morceau qui était déjà sur une précédente liste une précédente liste consacrée juste au saxophone ténor. J'ai eu d'autres associations dans ma tête pour cette chanson, parce que quand Maxime a ri là,
Quand Maxime arrive, parce que je pointais sur mes notes où j'ai dessiné une bouteille de bière, hein, parce que le morceau, et en ce moment, Maxime, j'essaie de faire un pont là, parce que Maxime est en train de chercher une bière, hein, mais parce qu'il pense que c'était pour ça, mais je la bois. Ça m'a fait penser plutôt à Café Del Mar. Tu connais Café Del Mar? Ce style de musique, Café Del Mar, ça te dit quelque chose? Je sais pas si c'était un truc allemand. Non, peut-être. C'était Café Del Mar, c'est à Ibiza. Ouais. Ibiza, je sais pas comment vous dites. Ibiza. Et c'était un truc autour des années 2000 quand même, un phénomène. Fin 90, 2000. C'était oui, voilà. Café Del Mar, c'était un peu une musique trance, parce que le Café Del Mar à Ibiza a vue sur mer. Et après, le soir, les gens sont allés pour boire un apéro et regarder la mer et écouter cette musique un peu trance, soft, des années 2000. Easy listening? Oui, easy listening, exactement. Et donc là, j'ai écrit Café Del Mar. Et je me suis dit, peut-être avec une bière dans la main, en regardant la mer, cette chanson peut faire quelque chose. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai, qui suis-je pour reprocher quelque chose à cette chanson si elle te plaît? Moi, je c'est même pas qu'elle me déplaît pas, mais je décroche quand je l'écoute. Moi, au niveau il y a des flics qui viennent pour peut-être parce que je dis quelque chose contraire. Il y a un hélico de la police. Parce que quand même, c'est l'hôpital. C'est quand même la seule entrée française. Et après Bernard Lavilliers, un mention honorable. Non, moi c'est vraiment le son du son du saxophone. Et il est quand même présent, il revient pas mal. C'est vraiment hyper feutré, enfumé en fait, ce son. Et tu sais où elle pourrait me plaire? Peut-être là quand l'émotion sera finie, parce qu'il est là chez nous bientôt 22h30, un peu plus tard même. Parce qu'il fait beau, on est dans le sud de la France, donc on peut laisser les fenêtres ouvertes. Peut-être quand je vais surfer en voiture à la maison, je te promets, je vais mettre ce morceau encore. Peut-être il va m'accompagner de façon douce et moelle à la maison. En roulant en voiture. Oui. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur le mec qui joue du saxophone sur ce morceau. Hugo Ferrand. Oui. Oui, j'ai fait Google aussi, je suis tombé sur un CV sur WordPress, donc... oui, ça... longtemps j'ai cru qu'il était intervenu sur ce projet-là et c'est tout. En fait, vraiment, en cherchant, j'ai vu qu'il avait travaillé dans un label qui dépendait de Virgin, à l'époque. Dis-moi le nom, je crois. C'est le label Source. Oui, ok, oui. Et en fait, il joue des morceaux de saxophone avec le groupe Phoenix de Thomas Mars. Et Phoenix, c'est quelque chose que tu écoutes? Oui, quand même. Et pourquoi il a 3 noms? Thomas Mars. Bon, pourquoi Golden Tracks, du coup? Golden Tracks, en fait, c'est un pseudonyme pour apparaître sur mais Thomas Mars aussi, c'est un pseudonyme, si j'ai bien compris. Oui, aussi, oui. C'est vrai qu'il s'appelle Thomas. Thomas Mars, en fait, c'est déjà plus son nom. Mais je sais pas, vu que c'est le compagnon de Sofia Coppola à la ville. Ah oui, j'ai vu ça quelque part. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça. Donc le film, tu l'as vu, mais sans plus, c'est ça? Je l'ai vu une fois. Il est bon ou... Oui, c'est un bon film. Ok, bon. C'est un bon film. Écoute. Peut-être dans le film, ça me donnera quelque chose, je vais regarder. Eh oui, pourquoi pas. Oui, bon, je vais peut-être pas mettre ce morceau sur la liste, sur la pochette de l'île déserte. Mais il est temps d'aborder notre dernier morceau. Il est temps d'aborder notre dernier morceau qui... En saxophone, Bobby Keys, comme dirait Mick. Live With Me des Rolling Stones, 1969. Album Let It Bleed. Oui. Choisi pour moi par 2 raisons. Parce qu'on peut me dire maintenant, Daniel, cher ami, tu mets pas Clarence Clemons sur la liste parce que tu en as déjà parlé, mais vous avez déjà parlé des Rolling Stones. Oui. Mais. Et on n'a pas parlé de Bobby Keys. On n'a pas parlé de Bobby Keys aussi pourquoi? Parce qu'on était dans la période de Brian Jones, où il n'était pas encore. Et on va parler de la période de Mick Taylor bientôt.
Oui. Mais je crois qu'on aura assez à dire déjà sur Mick Taylor, qu'on ne va pas forcément rentrer dans les détails de Bobby Keys. Et Bobby Keys a joué avec les Stones de 1969 jusqu'à 2014, jusqu'à sa mort. Oui. Il mérite d'être mentionné. Et je fais donc exprès de choisir un album qui est un peu dans la période transitoire entre Brian Jones et Mick Taylor. Même si Mick Taylor est dans le personnel, mais on entend, moi je pourrais pas te dire qui est Mick Taylor là-dedans. Il n'a pas encore développé son style. Il est là, quelque part, mais il joue... Je crois qu'il intervient en construisant une espèce de duo, de riff oui. avec Keith Richards. Oui. Mais cette chanson est quand même fortement signée Keith Richards. Et Mick Taylor n'est pas encore... Le Mick Taylor devient Mick Taylor à Sticky Fingers, à Exile on Main Street, etc. Jusqu'à Goat's Head Soup et It's Only Rock and Roll, je crois. Mais donc, c'est un peu cette période transitoire dont on va peut-être pas beaucoup parler, où Brian Jones était parti, Mick Taylor n'était pas encore vraiment à point arrivé. Donc, et moi, je me suis dit que tu avais choisi ce morceau-là parce que c'était la première fois que Bobby Keys intervenait. Parce qu'on est dans une période dont on va peut-être pas parler dans notre épisode de 3 épisodes sur les Stones, dont on a déjà fait un. Et aussi parce que de Bobby Keys, on pourrait choisir 1000 chansons presque. Il y a certains classiques, Brown Sugar, Sweet Virginia, ou Can't You Hear Me Knocking, surtout avec l'extension à la fin qui est intégralement inspirée par Bobby Keys. À ne pas oublier Jim Price à la trompette d'ailleurs, pour les puristes des Stones. Hein. On pourrait parler de I Got the Blues. I Got the Blues aussi, absolument. Et encore, et Slave, et Emotional Rescue, et 777 dans les années 80 sur Steel Wheels. Il y a une multitude de chansons. Donc je me suis dit, pourquoi aller loin? Pourquoi pas prendre la première chanson de Bobby Keys avec les Stones? C'est la première chanson peut-être avec un saxophone, tout court? Peut-être même, parce que apparemment Keith Richards a dit, il voulait justement, on en a parlé, il a dit, à la fin des années, Keith Richards a dit, fin 60, on voulait quelque chose de R&B du type Memphis comme Otis et Wilson Pickett. Donc, du coup, c'était un choix naturel d'ajouter le saxophone et les cuivres, du coup. Mais le saxophone qui n'est pas un cuivre, tu l'as bien expliqué en entrée. Mais voilà, c'était en fait peut-être le premier morceau au saxophone. Bon, on ne sait jamais, peut-être dans... Est-ce qu'il n'y a pas un sur Something Happened to Me Yesterday ou c'est que la tuba? On ne sait pas, peut-être il y en a déjà avant, mais là ils ont décidé, c'était un choix d'ajouter Bobby Keys, d'ajouter du saxo avec Bobby Keys, le frère d'âme de Keys. De Keith Richards, le frère d'âme. Ah ouais? De Soulmate. Oui. Né le même jour. Ah oui, d'accord. 18 décembre, je crois, 43. Né le même jour que Keith Richards dans le Texas, notre ami Bobby. Qu'est-ce que tu dis de cette chanson? Alors, c'est un choix des Stones. Je pense que si j'avais eu une chanson des Stones à choisir pour cet épisode spécial saxophone, je pense que j'aurais choisi pas un morceau avec Bobby Keys, mais justement le morceau, un des morceaux avec Sonny Rollins. Oui. Parce que... Par exemple, Slave. Oui. Slave, excuse-moi, j'ai dit Slave, c'est Bobby Keys, c'est pas Bobby Keys. Ouais. Et sur cet album, Waiting on a Friend, et puis aussi Neighbors. Oui. Donc tout ça, c'est Sonny Rollins. Donc c'est une espèce de collaboration où Mick Jagger allait le trouver. Parce que Bobby Keys était viré aussi. Ah oui? Oui. D'accord. Pour quelques années, je raconterai ça. Ok. Et donc oui, j'ai prêté une oreille attentive à ces paroles qui sont... Alors on est dans une espèce de manoir, c'est une espèce de chanson c'est comme du Grand Guignol en fait, mais... Il faut quand même dire que sexuel. Dans notre dernier épisode sur The Kings,
Oui. Qu'on a tous les deux beaucoup apprécié parce que c'était notre découverte du podcast, je peux dire ça. Je dis quand même que les Rolling Stones n'ont pas d'humour. Bon, peut-être que tu écoutes déjà cette chanson, il faut aller un peu en arrière parce qu'elle est quand même humoristique. On va espérer qu'elle est. Donc, les Kings sont beaucoup plus rigolos, mais ou plus fins là-dessus, mais voilà, c'est quand même rigolo cette chanson. Hein. Ouais, mais là, Mick Jagger en fait des caisses pour choquer le bourgeois. Oui, mais il est choqué. C'est ce qui est rigolo, qui choque avec des gros trucs et des petits trucs. Parce que tu es censé être à la fois choqué par la pute qui fait la cuisine ou le ménage, ou les deux, je sais plus. Ouais. Mais aussi que de prendre le thé à 3 heures. Ça va pas du tout. Je pense que c'est le plus dur, oui. Anticonventionnel. Donc, c'est un peu là, je sais pas, comment ils ressentent cette vie de rockstar, un peu, non, de comment ils sont vus, comme voilà, c'est. Oui, il y a ça. D'ailleurs, je sais, parce que tu sais, moi et les Stones, on se connaît, j'ai lu plein de biographies. My best friend, he shoots water rats, donc tire sur les rats d'eau. Je sais que Keith Richards a fait ça. Oui. Il a tiré sur les rats avec un fusil sur, et je crois, Redlands, sur leur manoir. Ils ont fait des rafles de drogue, là, ou des interventions de police. Moi, j'ai lu ça aussi dans le gros livre que m'a passé Gilles sur les Rolling Stones. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est vraiment bizarre d'avoir inventé ça. En fait, il l'a pas inventé, quoi. Oui, non, voilà, c'est ça. Oui, ça a l'air très aléatoire comme parole de tirer sur les radeaux. Je sais pas comment vous dites sur ces radeaux. En allemand, on dit Wasserrad aussi, c'est comme water. Right? Oui. Ben oui, c'est une chanson quand même rigolote, quoi. C'est un peu exagéré. Voilà, je mange ma viande, doit être sur le crochet pour une semaine avant que je la mange. Le thé à 3 heures. Et, voilà, c'est. Mais pour parler du saxophone, quand même, donc, c'est aussi, ça commence très discret. Vers le refrain numéro 1, ça devient plus fort. Vers le refrain numéro 2, se met plus en avant. Et après on a le solo du style Bobby Keys. Hein. Oui. Donc, et après, il reste présent. Une fois qu'il a fait le grand solo, il ne sort plus de cette chanson. Hein. Et je pense que c'est... Je sais pas, il faudra peut-être vérifier, mais je pense que c'est donc après qu'il enregistre le solo de Brown Sugar. Oui, parce que Brown Sugar, c'est Sticky Fingers, je dirais. Ouais. C'est après. Ouais. Et donc, moi, j'ai été assez étonné de voir que Bobby Keys... tout était déjà là. Est tellement fait tellement impression qu'il remplace en fait un solo de guitare par son solo de saxophone sur Brown Sugar. Oui, c'est ça. Et aussi, d'ailleurs... quand Keith Richards a dit, quand il a entendu Bobby Keys sur Live With Me, il pensait à qui? Il pensait à Little Richards. À part Keith Richards a dit ça, il pensait à Little Richards parce que Bobby Keys, il a le Southern style, le style du Sud. Et voilà, Bobby Keys c'est Texas, Little Richards c'est Georgia. La Géorgie, vous dites, je crois, en France. Donc voilà, le Southern style évoqué par Bobby Keys l'a fait penser à Keith Richards, à Little Richard. D'ailleurs, Bobby Keys était aussi dans les projets solo de Keith Richards. Donc, sur scène dans les années 90, il y avait aussi toujours Bobby Keys. Et Et c'est vrai qu'on avait évoqué I Got the Blues. On a dû le mettre aussi dans la grande playlist. Oui, je l'ai mis. Il y avait un moment dans ma vie où j'ai beaucoup aimé Sticky Fingers. Même plus que Exile. On va en parler quand on va parler de Mick Taylor, mais j'ai aimé Sticky Fingers presque plus que Exile on Main Street parce que c'est plus compact encore. C'est pas un double disque. Ouais, non, pour moi tout est parfait sur Sticky Fingers. Oui, je suis d'accord. Et donc, I Got the Blues, c'est vraiment un morceau qui est presque porté par Bobby Keys parce qu'il il pousse Mick Jagger à aller dans ce côté oui, parce que ça fait ce crescendo. Wap, bam,
padam, et ça monte un étage au-dessus, en fait. Et où le saxophone est avec la trompette, mais vraiment de façon rythmique. Et en même temps, ça tient tellement le morceau. Moi, j'ai réécouté, en fait, Try a Little Tenderness. Et c'est pareil, les saxophones sont discrets, mais ça amène tellement, en fait. Ça amène le morceau à évoluer, en fait. Pour aller un peu dans le côté anecdotique des Stones, donc une des premières rencontres visuelles avec Bobby Keys, c'était dans la documentation qui s'appelle 25 x 5 ou 5 x 25. C'était 89 pour les 25 ans des Stones, un truc comme ça. Et ils ont montré dans ce documentaire un extrait du film Cocksucker Blues. Cocksucker Blues, c'est une chanson des Stones qui n'était jamais sortie officiellement pour le titre, de 1973, mais dans ce film Cocksucker Blues qui est de la tournée 73, on voit Keith Richards et Bobby Keys qui jettent une télé par la fenêtre d'un hôtel en disant, on voit très bien qu'ils ont fait ça pour la caméra, parce qu'ils disent même ça va, ça tourne. Mais à ce moment-là, ils disent de toute façon il n'y a rien de bon à la télé, de toute façon, donc ils jettent la télé par la fenêtre, et c'était en fait Keith Richards et Bobby Keys. Et l'autre anecdote sur la tournée 73 aussi, non, ça c'était 72, et 73, il paraît que Bobby Keys a pris des bouteilles de champagne et a rempli une baignoire entière avec du champagne, ce qui a fait un grand trou dans le budget. Et apparemment il a vu des effets sur son salaire. Il était viré par Jagger, mais Keith Richards l'a fait revenir en cachette. En cette période, ils ont fait des tours avec un saxophoniste, Ernie Watts, aucune relation avec Charlie, et à un moment, Keith Richards voulait que Bobby Keys revienne. Il a payé un billet d'avion. Il a dit tu viens. Et au moment quand ils ont fait dans les répètes, ils ont fait Brown Sugar. Il y a Bobby Keys qui est entré. Il a fait il a fait Brown Sugar. Et apparemment, ça a reconvaincu Mick Jagger de le réaccepter sur scène. Et à la tour d'après, ou à partir de cette période-là, il est revenu et il était leur saxophoniste jusqu'à la fin de sa vie. Donc moi, j'ai dû le voir 3 fois sur scène aussi avec eux. J'ai vu 3 concerts. Vaudelange, Bridges to Babylon et 2006, Bigger Bang ou un truc comme ça. Je crois il a fait les 3 tournées. Il a fait tous les tournées après, au début des 70 et après, à partir de 80 quelques, il a fait des tournées aussi avec eux. Mais c'est une belle chanson, peut-être pour Bobby Keys, pas le premier choix, mais vu que c'est le premier... Non, par rapport aux Rolling Stones, en fait, il y aurait eu des choix plus évidents. Oui. En fait, je pensais que Can't You Hear Me Knocking aurait été un choix qui s'imposait, mais... Les Fouzmin n'a pas de légèreté, en fait. Il manque dans la chanson un peu de légèreté, au niveau de tout. Pas de saxo, mais de la chanson même. C'est vraiment cette période un peu transitoire, post-Jones, pré-Taylor. Mais voilà, un choix quand même. D'ailleurs, quand une chanson des Stones commence avec la basse, tu peux être sûr que c'est Keith qui joue la basse et pas Bill Wyman. Hein. Ouais. Et j'ai écouté, je me suis dit, attends, si ça commence avec la basse, c'est pas Bill Wyman. Il n'aurait jamais laissé commencer Bill Wyman. Donc, je regardais effectivement qu'est-ce qu'il avait écrit Keith Richards, basse et guitare. Hein. À force, en fait, je me renseigne sur les Rolling Stones. Et en fait, Bill Wyman disait à Keith Richards, en fait, parce que Keith Richards lui montrait les morceaux ou comment jouer à la basse, et que l'autre lui disait, ben non, en fait, si tu le joues, c'est autant que tu l'enregistres. Oui, voilà. Lui, il a pris sur scène après. D'ailleurs, je crois que la première façon que j'ai écouté de cette chanson était un live, mais je sais plus sur quel album. Bref, est-ce que je pense qu'on arrive doucement à la fin de notre émission sur le saxophone. Je t'avais dit que ce serait long, mais oui, long, tout est relatif dans la vie. Hein.
découverte? Oui. Oui, bien non sûr. Non seulement dans les 5 chansons, mais dans tout ce qu'on a écouté aussi. C'était un peu... C'était, voilà, c'est peut-être mon côté allemand c'était un peu dans tous les sens. Parce que tu vois où tu vas, quel artiste, quel genre, quelle période, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais ça faisait plaisir quand même. On aurait pu en fait se contenter d'évoquer ce côté des années 80 qui était un peu gênant. Oui, mais on s'en est bien passé. On n'a pas parlé du Sting, on va pas commencer là. Ou de morceaux qui étaient franchement évidents comme Baker Street, oui. ou des morceaux de Supertramp. En plus, je voulais dire ça, tu étais quand même bien sage, parce que moi, tout ça, quand on a fait la liste croisée pour choisir le numéro 1, tu as dit, mais quand même, tu étais plutôt dans le... Effectivement, dans notre émission, on dit toujours, on prend le numéro 1 Spotify qui est mainstream, faut le dire. Hein? Et moi, j'étais tout ça. Baker Street et... C'est quoi, Foreigner? Non? Foreigner, oui. Je sais plus. Supertramp, voilà, c'est tout ça, la même chose. Ou même Pink Floyd, on aurait pu peut-être... Oh, bah Pink Floyd, je pense qu'un jour, on va quand même faire un épisode Pink Floyd, non? Oui. Mais voilà. Est-ce que c'est donc le temps de passer à la conclusion? Oui. Allons-y. On repart sur des chansons à choisir. Donc, pour l'île déserte. La conclusion, voilà, on a une pochette, c'est notre 8e épisode, on a une pochette pour l'île déserte avec 5 chansons. On en est où? Donc, on a droit de jeter des morceaux. On avait Maxime, je fais l'histoire de Maxime rapidos. Dancing in the Dark. Tu avais au début 50 Ways to Leave Your Lovers, tu as jeté ça pour le remplacer par The King's Autumn Almanac. Tu as toujours Rubber Ring. Tu n'as plus You Only Live Twice parce que tu as mis 2000 Light Years from Home, of 2000 Light Years. Et tu as toujours Dark End of the Street à Aretha Franklin, que moi j'ai aussi. Donc je répète, Dancing in the Dark, Autumn Almanac, Rubber Ring, 2000 Light Years from Home et Dark End of the Street. Moi j'ai, dès le début, Tunnel of Love de Springsteen. J'étais la dernière fois René et Georgette Margaret de Paul Simon contre Village Green Preservation Society des Kings. J'ai jeté There's a Light That Never Goes Out contre Play With Fire des Stones. J'ai toujours A View to a Kill. J'ai toujours Dark End of the Street d'Aretha Franklin. Donc, Tunnel of Love, Village Green Preservation Society, Play With Fire, A View to a Kill, Dark End of the Streets. Est-ce que toi, tu as envie de changer contre un des 5 chansons aujourd'hui? Ah oui. J'ai pas envie de me passer de Modern Love, en fait. Donc j'ai envie de l'ajouter à ma playlist. Ok, donc Modern Love. Ouais. C'est... Modern Love de David Bowie. Maintenant, c'est donc ton choix qui sort de ta pochette. Dancing in the Dark. Non. Autumn Almanac. Ah non plus, certainement pas. Rubber Ring. Stones, 2000 Light Years from Home ou Dark End of the Street? Je vais enlever les Stones. Ouais, je m'en doutais un peu. Parce que peut-être que les Stones vont revenir dans la deuxième période. Bah, qui sait? Oui, qui sait? Alors, qui sait? Keith Richards et qui sait? Alors, je peux te déjà dire, ça ne sera pas R. Si je prenais un morceau, ça serait peut-être Modern Love. Mais j'ai toujours A View to Kill, qui est un truc un peu upbeat. Tunnel of Love, j'aime Kings, Village Green, j'aime trop. Dark End of the Streets. Non, garde Aretha. Tu sais quoi? Non. Ok. Non. Voilà. J'aurais pris Modern Love. Je change. Tunnel of Love. Kings, je peux pas. Tu peux pas enlever Play With Fire. Ça, c'est pas possible. Je
pourrais pourtant, parce que de toute façon, on va refaire les Stones, et je trouve certainement quelque chose dans les années 70. Hein. Ah, tu remplaceras un Stones par un autre Stones. Non, allez, Non. Le concept, c'est sax, non. Non. Voilà, donc je garde ma liste, mais Modern Love aurait été la chanson que j'aurais probablement mise si jamais. Eh bien donc, c'est l'heure de nous quitter. c'est l'heure de nous quitter, c'est l'heure de vous quitter. Après ces quelques heures passées en votre compagnie. Et c'est le concept. Bon, Eh bien, on sait pas qui on aura. Si, la prochaine fois. Ah si, on va avoir... je crois, mais on Ouais. peut déjà dire, Ouais, théoriquement, ça devrait être Bob Dylan. Bob Dylan, parce qu'on va voir Bob Dylan. Bob Dylan sur scène. Et je pense que, Ouais. en fait, je peux te le dire, j'ai besoin de Bob Dylan parce que toi, tu connais la discographie 1000 fois mieux que moi. Et pour ne pas être perdu, même si Oui. souvent, apparemment, on ne le comprend pas trop, mais Oui, ça nous fera une bonne entrée en matière. j'ai besoin de m'habituer à la discographie de Bob Dylan un peu plus que des classiques, donc que je connais bien évidemment. Donc, on va faire fort probablement Bob Dylan. Merci Sur- Daniel. Merci, Maxime. C'était un bon épisode. Un bon épisode, Un épisode très spécial. très spécial. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.